Bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Ichard, directeur des financements de Miracle, à l'occasion de la signature du premier syndiqué de cette entreprise, fleuron de la French Tech, et pour échanger avec lui sur le thème des relations bancaires avant, pendant et après un premier financement. Est également présent avec nous Pierre Bonnet, associé de directeur conseiller en financement chez RedBridge, qui a fait partie de l'équipe qui a accompagné la direction financière de Miracle sur cette syndication publique de 100 millions d'euros. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir et poser vos questions à notre invité en direct en utilisant l'onglet Questions situé dans votre console Zoom sur votre écran. Nous essaierons d'y répondre immédiatement ou bien après l'émission par messagerie. Bonjour Pascal, bonjour Pierre. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel, bonjour Pierre, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir pris un petit peu de temps pour préparer cette émission. On va parler de financement des entreprises de la tech, des entreprises de croissance, des scale-up, des licornes. Et dans tout cela, Miracle, c'est quoi? Miracle, c'est un éditeur de logiciels spécialiste des plateformes de e-commerce qui a été fondé en 2011 par deux entrepreneurs, Philippe Corot et Adrien Nussbaum. Historiquement, on a développé une solution de marketplace, des places de marché, et plus récemment, nous sommes également développés dans les domaines de la gestion des flux financiers et dans le retail média. Vous avez quelques chiffres? Oui, alors Miracle fait partie de l'écosystème French Tech, on est membre du Next 40 et puis on a le statut de licorne depuis 2020 et notre levée de fonds en série D. En quelques chiffres sur la performance 2023, Miracle a enregistré un volume d'affaires sur les marketplaces qui sont déployés par la société de 8,6 milliards de dollars. C'est un chiffre vraiment significatif pour nous, en hausse de 50% sur un an. Euh, on a aussi annoncé des revenus récurrents d'environ 160 millions de dollars par an. Le KPI en question, c'est l'ARR, l'annual recurring revenue, qui est un des KPI clés dans l'industrie du software. Et puis, deux derniers chiffres, en nombre de clients, Miracle, c'est 450 clients dans le monde, sur tous les continents, et 750 collaborateurs. Et comment est organisée la fonction finance chez Miracle? Alors, la fonction finance, elle est centralisée à Paris. On a quelques collaborateurs à Bordeaux et à Boston. Au total, c'est une équipe d'une quarantaine de personnes si on englobe les fonctions finance, juridique et IT. Et vous, Pascal, quel est votre rôle plus particulièrement? Alors, moi, je suis en charge donc, du pilotage de la trésorerie et des financements, mais également de la supervision des comptes et de la fiscalité et la fonction achat. Très, très beau périmètre. Comment est-ce que vous décririez la stratégie de financement de Miracle? Alors, Miracle, historiquement, s'est développé avec des besoins de financement assez limités. Je le disais, on est dans l'industrie du software, du SaaS, ce qui est un modèle assez vertueux. Ça permet d'avoir des revenus récurrents. Et puis, Miracle a toujours eu un monitoring des coûts et des investissements très serré pour assurer un cash burn limité. Donc, vraiment, assurer un modèle vertueux. Évidemment, pour accélérer la croissance, pour investir notamment dans des nouveaux produits ou sur de nouveaux marchés. Miracle a fait appel à du financement par equity avec des levées de fonds significatives. On en a eu trois successives en 2019, en 2020 et en 2021. La dernière s'étant élevée à 555 millions de dollars et ayant permis une valorisation de la société à 3,5 milliards de dollars. Ça nous a évidemment donné une trésorerie très solide qui nous permet de financer l'innovation, l'expansion géographique et nos nouveaux produits. Mais alors, avec une trésorerie solide, de belles levées de fonds, que vient faire la signature d'un crédit syndiqué dans cette stratégie? Alors, le crédit syndiqué, il faut vraiment le relier à la maturité du groupe. Les levées de fonds ont permis de développer Miracle les premières années. L'idée avec ce crédit, c'était d'avoir un maximum de flexibilité et puis de constituer un pool de partenaires pour équilibrer nos financements et nos sources de financement, afin d'avoir d'un côté nos investisseurs historiques, les fonds, les business angels, sur une jambe, et puis de l'autre jambe, des prêteurs bancaires. Euh, on l'a vu, les facilités de crédit sont vraiment devenues un élément prisé de financement des licornes et des scale-up, notamment aussi du fait qu'il y a une raréfaction des très grosses levées de fonds. Depuis 2002, hein, il y avait des très gros tickets jusque-là. Depuis, c'est un petit peu plus rare. Il y a toujours du financement en early stage, mais sur des très gros tickets, c'est moins fréquent, notamment parce que les fonds sont plus regardants. Et naturellement, les entreprises se dirigent davantage vers le financement par dette. Donc, on comprend bien l'impératif dans l'environnement actuel de diversifier les sources de financement, mais tout ça, pourquoi? Dans Alors quel nous, but? on l'a vraiment vu comme une brique complémentaire, et notamment pour pouvoir financer d'éventuelles acquisitions.
et puis également soutenir notre croissance. Mais voilà, par le passé, il y a eu beaucoup de croissance organique, quelques acquisitions. Là, l'idée, c'est vraiment de se leverager, aussi de trouver des sources de financement moins dilutives, hein, en trouvant un financement par dette. Ça permet d'équilibrer et maintenant désormais de s'appuyer à la fois sur nos investisseurs historiques, sur notre matelas de trésorerie solide, et puis sur le pool bancaire qui est désormais constitué avec cette facilité de crédit, je dirais d'une certaine manière disponible sur l'étagère et sur laquelle on peut tirer à tout moment, parce que toutes les conditions ont déjà été négociées. C'est vraiment un élément stratégique pour nous désormais d'avoir cette facilité de crédit. Et alors, comment est-ce que s'est déroulée la mise en place? Process assez simple, ça s'est déroulé au cours du premier semestre 2023. On a pris la décision de lancer ce projet juste après le closing en février. On a rapidement fait appel à vos équipes pour nous assister et nous accompagner. Et puis tout a pu être closé en quelques mois. Avant l'été, le crédit était signé, donc en ligne avec les pratiques de place. C'était quoi les critères de sélection des banques? Alors évidemment, on a sélectionné des partenaires qui sont en capacité de nous accompagner et qui proposent des conditions intéressantes. On aura l'occasion d'en reparler, mais pas uniquement. On souhaitait aussi réfléchir dans la durée et trouver des partenaires qui puissent nous accompagner aussi sur d'autres volets. Je le disais, on est un groupe international, on a des implantations dans plusieurs géographies, donc on a beaucoup regardé aussi le réseau et l'implantation géographique des différentes banques. Et puis aussi tout le side business, quelles étaient les possibilités de placement, quelles étaient les possibilités de M&A, de savoir si les partenaires bancaires pouvaient nous proposer des cibles pour nous aider à toujours grandir. Et puis, voilà, on attendait aussi qu'ils puissent nous accompagner sur ce volet croissance externe et être vraiment un business partner de la même façon que les fonds l'ont été durant quelques années. Et alors, c'est qui vos partenaires bancaires? Alors, la facilité a été signée avec un pool de 5 banques, hein, c'est public, Natixis, HSBC, BNP, JP Morgan et Société Générale. Pour une enveloppe de... Alors, c'est 100 millions avec une possibilité d'extension. C'est vraiment un crédit inaugural, donc c'était une première opération. L'idée ensuite, c'est de faire vivre cette facilité dans le temps, peut-être d'augmenter les tickets à l'avenir, mais voilà, c'était mettre en place quelque chose avec un premier pool de partenaires stratégiques. Et en interne, à quel moment finalement s'impose l'idée d'avoir un conseil externe pour mener cette opération de financement inaugural? Ouais, alors les licornes, les startups, évidemment, grandissent très vite. Les équipes sont très occupées. On est en permanence en cours de structuration, de recrutement, de développement. Et assez naturellement, on a reconnu qu'on n'avait pas toute l'expertise en interne et pas forcément non plus le temps de piloter full-time ce type de projet. Donc, ça s'est imposé assez comme une évidence de faire appel à un conseil. On connaissait RedBridge, on avait déjà travaillé avec votre cabinet par le passé et on voulait un cabinet qui est rompu à ce type d'opération et qui puisse vraiment nous accompagner de A à Z sur les différentes étapes, qui puisse nous alerter sur les points clés. C'était vraiment un point de vigilance pour nous d'être certain d'être accompagné par des professionnels qui sauraient voir les éléments clés et puis d'être capable de négocier les conditions avec nous, de nous accompagner là-dessus. Et puis de nous fournir du benchmark. Alors, voilà, on est assez précurseur. Il y avait peu d'entreprises de notre taille qui avaient déjà signé des crédits de ce type, mais on voulait vraiment être sûr que les conditions qu'on négocie soient les meilleures du marché, d'où l'importance d'être bien accompagné. La collaboration avec RedBridge, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Alors, je le disais, on a vraiment bénéficié de l'accompagnement de RedBridge dès le début. Avant même de contacter les partenaires, on s'est rapproché de vos équipes. On attendait vraiment de vous une coordination globale de l'opération, le pilotage du calendrier, être vigilant sur les milestones et puis nous assister au quotidien dans les différentes étapes, coordonner avec les autres conseils aussi impliqués. Et puis, ce qui était important pour nous aussi, c'est qu'il y avait un vrai volet pédagogie. Voilà, c'était une opération inaugurale, donc on voulait vraiment bénéficier de votre expertise pour préparer l'avenir et ensuite gagner en autonomie sur les prochaines phases de développement et de financement. Et alors, au final, elle a délivré quoi, cette équipe? Alors, elle nous a vraiment aidé dans le cadre des négociations, sans divulguer quoi que ce soit, à nous dire ce qui était acceptable, ce qui l'était moins, quels étaient vraiment les points clés. Elles nous ont accompagnés au quotidien, vraiment en pilotage de projet, en PMO, en point d'étape régulier. Je le disais, le pilotage du rétro-planning, s'assurer qu'on tenait les délais, évidemment, parce que c'était clé pour nous de clôturer l'opération avant l'été. On a vraiment eu du support sur toutes les étapes importantes. Et puis, c'était voilà, vraiment appréciable de clôturer cette opération avec un beau ticket et dans les temps. Comment on met en place
Là, on arrive vraiment sur le cœur de l'opération. Comment est-ce qu'on met en place une première documentation de financement bancaire en conservant à l'esprit que ça va devenir un élément de référence pour les documentations futures? Et comment est-ce qu'on approche les banques lorsqu'on est une entreprise en forte croissance? Alors, de notre côté, en interne, en amont, hein, avant de lancer l'opération en tant que telle, il a fallu qu'on documente évidemment toute notre trajectoire, notre business plan, préparer un info mémo complet afin d'expliciter les chiffres passés et de documenter les prévisions futures d'activité qui allaient être présentées aux différents acteurs bancaires. Il a fallu qu'on explique aussi où nous souhaitions projeter Miracle. Sur la documentation en tant que telle, on s'est appuyé sur les équipes Redbridge évidemment pour surtout le corpus négocié. Et puis voilà, il était vraiment important pour nous de cranter un canevas de base via ce crédit syndiqué. Pierre, on a la chance de t'avoir avec nous. Tu auras peut-être, toi, quelques mots à ajouter sur ce sujet. Bien sûr, ouais, merci beaucoup Emmanuel. Effectivement, dans ce type d'opération et particulièrement dans des opérations inaugurales, on pense qu'il faut véritablement attacher une importance particulière au triptyque prix, taille du financement et documentation, qui sont les trois facettes qu'il faut réussir à négocier de manière un peu concomitante en évitant d'accentuer trop l'une de ces facettes au détriment des autres qui pourraient venir dégrader le deal dans son ensemble. Je pense que pour réussir à faire ça en matière de documentation, il faut véritablement avoir des objectifs qui soient très clairs dès le début des négociations, des véritables intangibles sur lesquels on sait qu'on ne cédera pas. Et il faut se donner les moyens de les atteindre à travers, premièrement, une très bonne préparation de la consultation. Il y a toute une phase, évidemment, en amont de solidification de la credit story et de savoir ce qu'on veut mettre en place, qu'on va retranscrire ensuite dans l'info mémo et il faut avoir des convictions très fortes sur la qualité de crédit du corporate. Je pense que ça, c'est vraiment les éléments clés quand on va ensuite entrer en négociation avec les prêteurs potentiels. Combien de banques vous avez consulté? Alors, dans cette opération-là, on a volontairement décidé, évidemment en lien avec Miracle, de consulter un panel assez large de prêteurs pour plusieurs raisons, évidemment. La première étant que Miracle est une très belle signature de crédit, donc on ne doutait pas de l'intérêt des banques pour cette signature. On sait que les banques en particulier recherchent ce type d'entreprises, qui sont des entreprises en très forte croissance, des scale-up de la French Tech, qui bénéficient du label Next 40, qui est aussi la reconnaissance par l'écosystème. Donc c'est un univers qui attire les banques, mais d'un autre côté, elles connaissent encore assez mal ce type d'entreprise. Donc il faut véritablement faire un travail en commun avec les équipes de Miracle pour trouver le bon chemin afin de faire adhérer les banques à l'opération pour véritablement suivre l'entreprise dans les conditions qu'on souhaite. Ouais, Pierre l'a dit, hein, donc beaucoup d'acteurs bancaires étaient vraiment intéressés par l'opération, mais c'est ce que tu disais, elles sont habituées à travailler avec des entreprises plus matures. Elles ont moins fréquemment travaillé avec des entreprises de notre taille ou avec nos trajectoires, et donc elles n'ont pas forcément l'habitude de ces modèles d'affaires. Euh, c'est vraiment une des grosses divergences avec les fonds qui ont l'habitude d'arriver assez tôt dans l'accompagnement des startups, des scale-up sur du financement. Les banques sont habituées à des modèles plus matures. Et donc, elles sont davantage focalisées sur les notions de rentabilité, profitabilité, elles sont plus risk adverse. Et donc, de la même façon que je parlais tout à l'heure de pédagogie entre les équipes Redbridge et nos équipes finance, on a eu le même exercice à faire avec certains acteurs bancaires, cet exercice de pédagogie pour leur expliquer le business, expliquer les trajectoires, parce que oui, c'est des pourcentages de croissance qu'on voit pas toujours. Et on a vraiment insisté sur les nouveaux marchés, les perspectives du marché, le taux de pénétration, toute la roadmap produit, et ce que ça engendrait comme perspective de développement pour l'entreprise. Et on a vu que, voilà, suivant les acteurs bancaires, ils étaient plus ou moins à l'aise et plus ou moins habitués à ce type de trajectoire. Certains ont vraiment des practices tech dédiées qui connaissent ce type de structure, et donc évidemment, les discussions ont été facilitées. D'autres, à l'inverse, c'était plus récent, donc il y avait plus d'explications de texte, entre guillemets, je dirais, à faire, mais voilà, il y a eu vraiment cet aspect pédagogie vis-à-vis des banques qui était important pour bien expliquer notre business model et les chiffres qu'on présentait. Mhm. Comme souvent, dans des consultations bancaires sur les financements, on sait que les banques n'ont pas toutes la même appréciation de la qualité de crédit d'une entreprise. Pour Miracle, j'imagine que c'est bien différent encore parce qu'on parle d'une entreprise jeune. Ouais.
en croissance, comment est-ce qu'on fait, sur quoi est-ce qu'on bâtit le rapprochement des vues entre les banques? Mm. Ça, c'est une très bonne question. Et effectivement, Pascal, tu le soulignais à l'instant, mais il y a des banques qui sont plus ou moins professionnelles sur l'appréhension qu'elles ont du marché un petit peu innovation economy. On a beaucoup d'hétérogénéité, que ce soit dans la compréhension des business models et dans la manière d'appréhender ce type de crédit. Donc, je me répète un peu, mais effectivement, il faut véritablement être très solide sur les convictions qu'on a et qu'on va présenter au marché. Et après, comme tu le disais, Pascal, il y a vraiment tout un travail de pédagogie, que ce soit évidemment de la part de la société, mais également du côté de Redbridge et des conseils en général sur la compréhension du business model, sur certains concepts qui sont des concepts effectivement qui sont parfois un peu éloignés des entreprises un peu plus traditionnelles que les banques ont l'habitude d'accompagner. Et donc, il faut également bien garder en tête, je pense qu'il y a un aspect très important malgré tout, c'est l'aspect documentaire. Et il faut réussir à accorder les nécessités opérationnelles des sociétés à la documentation qu'on va faire et retranscrire ça dans le contrat de crédit. Typiquement pour des sociétés comme Miracle, qui voient voilà, des volumes de croissance qui sont très significatifs, avec des 50% par an de croissance. C'est des animaux quand même un petit peu bizarres pour les banques. Et donc, il faut véritablement essayer de retranscrire ça dans la documentation, éviter que cette documentation-là soit trop serrée, qu'elle corsette le développement de l'entreprise. Donc voilà, il faut vraiment que les banques comprennent des trajectoires qui peuvent aller très vite, qui peuvent être très forts sur des géographies qui sont parfois un petit peu différentes. Voilà, donc l'alignement évidemment de toutes les banques reste un enjeu clé dans les négociations avec les prêteurs. Et c'est pour ça aussi qu'on avait décidé de consulter un panel assez grand pour être certain que la vision de l'entreprise soit partagée par les prêteurs. Mhm. Et quels points, quels sont les indicateurs qui vont fonder quand même la discussion et la relation bancaire? Alors, il y a quelques points qui étaient vraiment des points forts et qui étaient importants et qu'on a beaucoup défendus. Je le disais, on est dans un modèle Miracle spécifiquement de software, de SaaS, avec cette typologie de revenus récurrents. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est de nature à rassurer parce qu'on sait qu'il y a un embarqué de revenus assurés et voilà, qui solidifie le dossier. Le deuxième enjeu, c'était évidemment la route vers la profitabilité. Il y avait beaucoup de questions des banques à ce Oui. sujet et vous l'avez sûrement vu, Miracle a annoncé en début d'année qu'elle était profitable depuis la fin de l'année 2023 sur son core business. Donc, on sait que ça, c'était une grosse attente des banques et que ça rassure dans le cadre de la relation avec les prêteurs. Et puis, évidemment, il y a la qualité de l'entreprise en tant que telle, la qualité des fonds d'investissement qui accompagnent la société depuis l'origine, et qui sont vraiment un gage de sécurité et de solidité pour les prêteurs. Et puis, la qualité du management. C'est à la fois les profils et puis la bonne gestion de la société. Je le mentionnais en début d'échange, mais voilà, le Bien. cash burn limité, le Mhm. monitoring des coûts des investissements, c'est des gages que l'entreprise est bien gérée et que les chiffres qui sont présentés, notamment la trajectoire future, on est assez serein de pouvoir l'atteindre. On se projette. Après la mise en place de ce premier financement inaugural, quels sont les projets de la direction financière, plutôt de la direction financement trésorerie de Miracle? Alors déjà, il faut le faire vivre, ce nouveau pool. On se retrouve avec de nouveaux partenaires, certains nous connaissaient, d'autres non. Donc voilà, on apprend à travailler ensemble. Et surtout, comme je le disais, on s'inscrit dans une relation de long terme. Il y a évidemment le sujet du side business. Au-delà du crédit, il y a l'idée de se dire ce sont vraiment des partenaires et on va s'appuyer sur les forces de chacun pour répartir un petit peu le business de Miracle. On pense aux zones géographiques, on sait que certaines banques sont plus ou moins présentes. On parlait aussi un petit peu plus tôt des placements. Évidemment, on a beaucoup suivi avec les différents acteurs quelles étaient les possibilités de placement. Il y a aussi des sujets un petit peu plus récents, notamment on regarde désormais des sujets d'optimisation de BFR. Donc vraiment, voilà, on réfléchit à différents sujets assez classiques d'une fonction financement et trésorerie pour développer le business, notamment avec les nouvelles banques. Et quels sont les autres projets structurants qui sont relatifs à l'organisation de la trésorerie et des paiements? Alors, on peut en mentionner un, notamment sur la partie vraiment cash management et gestion des flux. Voilà, Miracle est assez centralisé, mais un jour ou l'autre, on le sait, il faudra qu'on mette en place typiquement un système de gestion centralisé des flux, très probablement avec un outil, ce qui permettra de fluidifier nos flux. Voilà, on sait que le timing viendra, ça dépendra aussi de la croissance de l'entreprise. Si bien un jour
une grosse acquisition, évidemment, ça rebattrait un petit peu les cartes et ça pourrait accélérer le timing. Mais en tout cas, voilà, la gestion centralisée des flux, c'est probablement un des projets structurants des prochaines années pour Miracle. Il est 14h21. Donc là, la pause café, elle est déjà bien entamée. On va quand même bientôt vous libérer. On a peut-être quelques minutes pour passer aux questions. Je vais, moi, lancer un petit peu le débat. Juste quelle avait été, donc, selon vous, la valeur ajoutée de RedBridge dans l'accompagnement que vous avez eu sur ce premier. Ouais, alors on l'a un petit peu dit, mais vraiment les qualités voilà, d'accompagnement, de respect du calendrier, respect du timing, de coordination, ce rôle d'alerte, la capacité à mettre en perspective quand on s'interrogeait sur telle ou telle clause, telle ou telle condition, c'était vraiment un des points forts et ce qu'on recherchait. La pédagogie aussi des équipes RedBridge a vraiment été appréciable. Sur l'aspect qualitatif, voilà, il y avait beaucoup de travail à mener, beaucoup de documentation. Donc, on s'est appuyé également sur l'expertise des équipes pour être certain de présenter des documents et une qualité de documentation qui soit au niveau des attentes de ce type de prêteur. Pierre l'a mentionné aussi au début, ce qui est important aussi dans ce type d'opération, c'est de ne pas se mettre trop de contraintes. Les banques sont toujours à gérer du risque, évidemment. Donc, nous, ce qu'on voulait surtout, c'est ne pas être contraint dans notre développement. Donc vraiment, voilà, les discussions ont beaucoup porté là-dessus avec les conseils pour être sûr que le financement qui était signé allait dans les intérêts de l'entreprise. J'ai une question qui vient d'arriver qui demande si Miracle a déjà abordé les financements verts. Alors comme toutes les entreprises, oui, la RSE est évidemment au cœur du sujet chez Miracle. On a même d'ailleurs annoncé il y a quelques mois une trajectoire de réduction de nos émissions carbone. Côté finance, on l'a déjà appréhendé. On a déjà fait par exemple plusieurs placements avec une composante verte. Et c'est clairement un sujet qui est sur la table aujourd'hui. On réfléchit à essayer d'intégrer cette composante-là aussi euh, dans dans la direction financière et dans les opérations de financement. Un chantier d'avenir. Exactement. Quel est l'impact de vos nouveaux business sur votre relation bancaire? Alors là, c'était l'un des gros enjeux du crédit. Je le disais en introduction, nous, on avait un métier core, un produit core, qui était vraiment une solution de marketplace. Aujourd'hui, on se développe sur de nouveaux produits, de nouveaux services autour de ce produit core, et notamment le business du retail média, la monétisation des espaces publicitaires. Euh, on investit beaucoup, on y croit beaucoup, et donc c'était l'un des gros enjeux de pédagogie aussi et d'explication vis-à-vis des banques. Euh, si j'en cite un autre, on a aussi beaucoup de flux en devises. On a parlé de notre expansion géographique, de notre implantation dans des pays en zone APAC, en zone AMER, et donc évidemment, il y a typiquement des problématiques de change maintenant qui se posent, donc des problématiques d'optimisation sur lesquelles on va travailler également. Donc voilà, ces nouveaux business, ces nouvelles activités, elles ont, oui, une composante aussi trésorerie financement à appréhender. Merci. Et il est 14h24. Je pense que ça pourrait être le mot de la conclusion. Pascal, Pierre, encore merci d'avoir Merci. pris du temps pour préparer et participer à ce nouvel expresso, qui est je le rappelle, la pause café de Redbridge qui vous donne les bonnes infos. Allez, maintenant il est temps pour nous de retourner illico presto à nos occupations. Merci à tous nos auditeurs. Vous avez été pas très nombreux, il faut le dire, à poser des questions, mais en tout cas, j'espère qu'on y a répondu. On ne manquera pas de revenir peut-être par mail et partager avec vous le replay de cette nouvelle émission. Je vous souhaite à tous et à toutes, au nom de toute l'équipe de RedBridge, une excellente fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel Expresso. Normalement, je ne veux pas m'avancer, je ne vais pas dire le nom, mais ça sera un responsable financier d'une entreprise qui a réalisé une acquisition majeure, qui a complètement transformé la dimension du groupe. Et je reviens très vite vers vous pour vous en parler. À très bientôt. Au revoir. Merci.